Bah, merci Amélie d'être là. Ce que je te propose peut-être pour commencer, c'est que tu puisses te présenter. Avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente de passer mon vendredi matin avec vous. Donc moi, je m'appelle Amélie Moutier et je travaille en tant que Venture Architect, qui vous semble sûrement un terme tout à fait nouveau ou pas connu, qui est l'équivalent d'intrapreneur chez Romande Energy Ventures, donc qui est l'entité d'innovation de Romande Energy. Du coup, en quoi ça consiste, ce venture Architect. architect? Le métier de Venture Architect, déjà, ça prend place dans un corporate venture building. Je vais un peu refaire l'histoire aussi pour que vous puissiez comprendre ce que c'est. Donc, nous, Romande Energy Venture, c'est l'entité d'innovation du groupe Romande Energy. Le groupe Romande Energy, c'est à peu près 1400 personnes et nous, on est un petit peu moins de 10 chez RE Ventures. RE Ventures a eu plein de formes différentes. C'est pas nouveau qu'on fait de l'innovation chez Romande Energy. Par contre, c'est nouveau dans la forme dans laquelle on l'a fait. Donc on a eu déjà, au départ, c'était un laboratoire d'innovation un peu large. Ensuite, ils ont testé l'intrapreneuriat. Donc ils ont fait 2 saisons d'un programme qui s'appelait LACER pour aider des collaborateurs à monter des projets, comme ce que je faisais chez Vinci. Moi, j'étais pas encore là à l'époque. Et puis, on a transformé ce modèle en ce qu'on appelle Romande Energy Ventures il y a à peu près 2 ans, je dirais. Et donc là, on a changé un petit peu les choses en termes d'organisation interne. Donc on a 3 sous-équipes. Il y a une équipe CVC. CVC pour Corporate Venture Capital. Donc là, c'est comment on investit dans des startups. Donc là, l'investissement dans des startups, on a investi dans un petit peu moins de 10 startups, toujours orientées autour de la mission de Romande Energy qui est de décarboner la Suisse romande. Il y a une deuxième équipe, du coup l'équipe dans laquelle je suis, qui est le Corporate Venture Building. Donc là, c'est comment, littéralement, au sein d'une entreprise, on va créer des startups. Donc, Corporate Venture Building. Venture, c'est pour... ça peut être l'équivalent d'une startup, mais c'est une petite entreprise innovante qui est assez risquée parce qu'elle est au début, donc on ne sait pas trop quel est son stade de développement actuellement, comment ça va se développer, est-ce que ça va prendre ou pas. Donc c'est une notion du risque, on en parlera plus tard, qui est souvent difficile à accepter pour une entreprise. C'est pour ça qu'on met ça dans un département particulier, donc le Corporate Venture Building. Et moi, dans cette équipe-là, mon job, c'est de créer ces nouveaux produits et services au regard de la stratégie de Romande Energy. Donc j'ai vraiment ce rôle d'intrapreneuse aujourd'hui, de créer ces nouveaux ventures pour Romande Energy. Il y a une autre équipe qui gère l'innovation et la veille. Donc là, c'est comment on a les yeux partout, donc dans le monde entier, particulièrement sur la Suisse, parce qu'on regarde ce qui se fait en Suisse. Et dans le marché de l'énergie, c'est un marché singulier parce qu'on est sur un monopole. En Europe, on n'a plus trop de monopole dans l'énergie. Donc on regarde d'abord la Suisse, on va regarder aussi beaucoup la région d'Ar, donc l'Allemagne, l'Autriche. Et puis ensuite, on s'ouvre à l'Europe et à l'international. Donc on va toujours regarder dans ce sens-là. Et on va regarder ce qui se passe en termes de technologie et en termes de concurrence. Et ça vient alimenter, que ce soit l'équipe CVC pour faire de nouveaux investissements ou l'équipe CVB, donc celle dans laquelle je travaille, pour créer de nouvelles startups. Et du coup, quels sont les enjeux pour Romande Energy ou les autres groupes dans lesquels tu as travaillé en termes d'innovation? Alors déjà, chaque groupe est hyper différent, donc je peux parler pour ceux que je connais, mais après, chaque innovation va s'adapter aussi à la culture d'entreprise. Donc déjà, quand un grand groupe veut faire de l'innovation, je pense qu'il y a une question de sponsoring. Et ça, c'est hyper important. Donc généralement, les directions d'innovation ou les ventures internes comme le nôtre doivent avoir un sponsor très fort et au plus haut niveau. Donc c'est minimum au niveau d'un comité de direction ou d'un comité exécutif. Et au mieux, c'est par le ou la CEO. S'il n'y a pas ce sponsorship fort, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas les appuis en interne. Pourquoi on n'a pas les appuis? C'est parce que l'innovation, ça peut déranger. Ça peut déranger parce que c'est risqué. Et dans un grand groupe, ou dans un groupe tout court, ou dans une entreprise, on n'aime pas le risque. Donc du coup, ça vient un peu chambouler soit les manières de faire, soit les manières de penser, ou les manières de créer de nouveaux produits et services. Donc du coup, on a besoin d'un sponsorship très fort au plus haut niveau pour pouvoir nous permettre de faire des choses qui sont un peu plus risquées que ce qu'on fait dans les jobs normaux. Donc ça, la notion de sponsorship est hyper importante.
La notion de gouvernance aussi, qui est liée au sponsorship, je trouve, c'est quelle entité de gouvernance va nous permettre de prendre des décisions sur les projets. Parce qu'on ne peut pas avoir une gouvernance classique d'entreprise avec des comités de pilotage classiques quand on travaille sur des sujets d'innovation. Encore une fois, parce que c'est risqué, parce qu'on ne sait pas si ça va marcher ou pas, parce que les montants d'investissement sont différents aussi que des montants d'investissement sur des projets classiques. Donc, on doit avoir une gouvernance adaptée. Et donc, ça, par exemple, chez Romande Énergie, et notamment chez Romande Énergie Ventures, on a mis en place une gouvernance adaptée pour nos projets. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle un board d'innovation, donc qui est une entité de gouvernance dédiée à nos projets et à tous les projets d'innovation du groupe, qui ne passent pas forcément par Aero Ventures. On n'est pas le catalyseur de l'ensemble de l'innovation du groupe. Au contraire, le but, c'est de diffuser une culture d'innovation. On en parlera juste après. Mais cette entité de board d'innovation nous permet d'avoir 3 membres du comité de direction. Donc, ce n'est pas l'ensemble des membres du comité de direction, mais c'est ceux qui ont le plus de valeur ajoutée à prendre des décisions sur l'innovation pour nous aider à avancer dans des échelons qui sont définis. Donc, on a un système de gating. Donc, c'est comme si on ouvrait des portes à chaque fois différentes. Et donc, on a une gate 0 où on va juste arriver avec une idée qu'on a envie de creuser. Donc là, par exemple, moi, je travaille sur les data centers parce que j'aime beaucoup les sujets liés à l'intelligence artificielle et on voit une grosse explosion des data centers liés à l'intelligence artificielle. Et donc, je sens qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Donc, j'ai proposé de faire ce qu'on appelle un deep dive, qui est une sorte d'étude de marché très poussée pour savoir s'il y a une opportunité de business là-dedans ou pas. Donc, je vais passer en gate 0 pour leur dire « je sens qu'il y a quelque chose » et je vais montrer qu'il y a quelque chose, évidemment. Et puis ensuite, on a des gates, je crois, jusqu'à la gate 4 qui nous permettent là de créer vraiment une start-up. On n'est pas encore arrivé à la gate 4 parce que ce modèle date d'1 an et demi, 2 ans, comme je disais. Et comme je disais, c'est très lié à la culture aussi, parce que le but, c'est de diffuser une culture d'innovation et que nous, on ne soit pas les seuls à innover, bien au contraire, qu'on puisse montrer un petit peu comment on fait, les processus qu'on a, les méthodologies, parce qu'on a beaucoup de méthodologies d'innovation. Et donc là, on veut en parler au maximum. On essaie de mettre en place aussi des retours d'expérience sur nos projets quand ça ne marche pas, parce que souvent, ça ne marche pas. Et donc, on veut montrer justement comment ça se passe, quels apprentissages on a pu avoir, et puis avoir cette culture aussi un petit peu de l'échec. Parce que généralement, dans les grands groupes, on n'aime ni le risque, ni l'échec, sauf que c'est avec l'échec qu'on arrive à avancer aussi. Et donc, on essaie de mettre en place cette culture, de diffuser aussi ça auprès de nos collègues. Et donc, je dirais que pour que les grands groupes et les entreprises mettent en place l'innovation, il y a des questions en effet de sponsorship, de culture et de gouvernance principalement. Tout ça très lié à la gestion du risque. Du coup, ça permet, tu as parlé de notions d'intrapreneuriat, de partenariat ou en tout cas, entre guillemets, d'investissement dans des startups. Mm-hmm. Est-ce que tu peux un peu expliquer qu'est-ce qui peut amener un choix d'avancer en entrepreneuriat, d'avancer via une startup ou via peut-être juste une idée qui provient en externe, parce que parfois on sait que des startups c'est juste un PowerPoint. Parfois souvent on s'arrête au niveau du gate 0 dont tu parlais, et ils arrivent quand même à lever des fonds. Donc voilà, c'est un peu quelles sont les prises de décision autour de ça, des exemples. Oui, alors déjà il y a beaucoup de leviers pour faire de l'innovation, comme tu disais. Je peux essayer de résumer un peu tous les leviers et puis aussi comment on prend les décisions sur chaque levier. Donc, bien sûr, il y a la partie investissement en start-up. Donc, la partie investissement, elle est très présente avec le CVC, comme je disais, donc le Corporate Venture Capital. Et on peut aussi avoir des process de fusion-acquisition, donc Merger and Acquisition, M&A. C'est un petit peu différent. Généralement, le M&A, c'est pour pas des startups, mais des entreprises plus grandes. Donc, quand on fait de l'investissement, c'est parce qu'on investit dans des projets qui sont déjà bien ficelés, qui ne vont pas forcément être développés en interne, justement, où on n'a pas besoin de réinventer la roue.
On croit aussi en l'équipe. Donc, généralement, quand on fait des investissements, on mise beaucoup sur l'équipe de fondateurs. Ils sont très peu des solo fondeurs, donc généralement, c'est des équipes de fondateurs. Donc, quand on fait de l'investissement, c'est parce que soit c'est pas exactement dans notre stratégie et que ça vient un petit peu à côté, mais qu'on y croit et qu'on veut mettre des billes. Et donc là, dans ces cas-là, on investit. On a aussi la partie qu'on appelle le venture clienting, donc littéralement être client de start-up. C'est un mot un peu savant, mais pour dire faire des partenariats avec des startups. Donc là, c'est quand on n'a pas envie d'investir, mais qu'on a envie de travailler avec ces startups et qu'on ne veut pas la développer en interne. Encore une fois, c'est beaucoup en fonction de la stratégie des produits qu'on va développer ou des services qu'on va développer et du feeling aussi avec l'équipe, très clairement. Donc nous, on fait aussi du venture clienting. Et donc le troisième, je dirais, c'est le corporate venture building, où là, ce véhicule d'innovation est hyper intéressant quand on a un sujet qui est cœur stratégie. Nous, on est très, très en lien avec la stratégie de Romande Énergie. Pour vous donner un exemple, on fait des revues trimestrielles avec les porteurs d'axes stratégiques. Il y a, je crois, entre 5 et 7 axes stratégiques chez Romande Énergie. Donc, on les voit de manière régulière pour avoir leurs problématiques et pouvoir travailler pour eux, en fait. On est au service des initiatives stratégiques. Donc, quand un projet est cœur stratégie, là, c'est intéressant de faire du corporate venture building, donc de créer une start-up en interne pour le groupe. C'est à ce moment-là qu'on va utiliser ce levier du corporate venture building. Et du coup, le gap avec un projet intrapreneurial. Ouais, je trouve qu'on joue souvent sur les mots parce que finalement, le corporate venture building est fait par des entrepreneurs. Il y a différents modèles, mais nous, par exemple, donc on a plutôt, je dis nous parce qu'on est 3 venture architectes, donc on a trois personnes ont le même job mais sur des sujets différents, et donc nous on se considère comme intrapreneurs, mais on a été embauchés en externe pour développer des projets. Donc ça c'est notre modèle. Après, tu as des programmes d'entrepreneuriat qui existent toujours, bien sûr. Et là, ce sont des collaborateurs. Donc, peut-être que vous, demain, je l'espère, vous serez collaborateurs dans un groupe et vous pourrez peut-être développer des projets et services s'il y a un programme d'entrepreneuriat qui le permet. Après, c'est toujours possible de le faire autrement, mais quand il y a des programmes qui permettent d'accompagner, c'est toujours plus facile. Et donc, finalement, moi, mon job, c'est vraiment un job d'entrepreneur, c'est de développer une nouvelle start-up en interne. Est-ce que tu penses que l'IA ouvre une nouvelle porte dans la transformation profonde des entreprises? Est-ce que c'est encore une bulle? On en a parlé un tout petit peu avant, où dans les grands groupes, l'arrivée de l'IA, du no-code, etc., on n'y est pas encore complètement. Qu'est-ce que tu penses de... Alors oui, déjà, moi, je ne suis pas du tout expert technique en IA. Je m'intéresse plutôt à l'IA générative parce que pour moi, l'IA, ce n'est pas nouveau. C'est là depuis hyper longtemps. C'est juste qu'on en parle beaucoup plus avec l'arrivée de ChatGPT il y a quelques années et avec l'IA générative. Donc moi, c'est plutôt ça que je vais regarder. Et oui, clairement, pour moi, c'est un game changer en termes d'innovation et aussi pour les entreprises au sens large. Et je trouve que l'intelligence artificielle générative vient donner une autre tendance aussi pour les entités d'innovation, qui est de comment on va développer vite et bien des produits qui peuvent être des nouveaux produits et services. Et moi, je vois une tendance qui est comment on va devenir un peu des laboratoires d'acculturation à l'IA générative pour former des collaborateurs à développer eux-mêmes des nouveaux produits et services et pour diffuser ça. Alors avec tous les risques que ça comporte, divers et variés, mais moi je vois bien une prochaine vague de laboratoires d'innovation qui vont être des laboratoires de création de nouveaux produits et services avec l'IA finalement, parce que quand je vois, moi je teste plein de trucs avec l'IA, mais tu peux créer des landing pages hyper facilement, tu peux créer tes vidéos. Là j'étais en design sprint la semaine passée. Donc Design Sprint, c'est 5 jours pour développer un prototype digital notamment.
Donc là, on a fait que 2 jours, mais on a développé un prototype digital en 2 jours sur un nouveau modèle de tarification chez Romande Énergie. Et en fait, j'ai fait que d'utiliser l'IA pour faire mon wording de landing page, pour faire ma vidéo d'introduction, pour travailler ma proposition de valeur. Toutes les étapes en fait d'innovation, tu peux t'aider de l'IA et tu peux t'aider de l'IA pour tester ton produit. Donc je trouve ça assez puissant. Et moi, je pense que les entités d'innovation vont être plutôt des entités de création de nouveaux produits et services grâce à l'intelligence artificielle générative. Et donc, comment on diffuse ça au maximum dans les entreprises. Et Total Energy et Mistral AI, je pense que c'est un exemple parmi tant d'autres qui vont arriver. Est-ce que, alors si on parle des IA génératives, est-ce que tu as déjà vu des outils sur lesquels l'IA générative est déjà intégrée au niveau du grand public? Je pense par exemple à du customer service, des choses comme ça. Alors du coup, chez Romande Énergie, nous bien sûr, Romande Énergie Ventures, on s'intéresse au sujet d'intelligence artificielle pour culture personnelle aussi, on regarde. Par contre, nous, on dépend des systèmes IT de Romande Énergie. Donc on ne peut pas utiliser tous les modèles qu'on veut, donc ce qui nous restreint parfois sur du développement. Mais par contre, chez Romande Énergie, il y a plusieurs choses qui sont faites sur l'intelligence artificielle. Comme tu dis, il y a déjà des sujets sur lesquels ils travaillent. Donc, il y a une data factory chez Romande Énergie où ils doivent être une quinzaine, où ils travaillent sur des sujets d'intelligence artificielle pure. Donc là, ils ont des projets sur comment prédire la production d'énergie en fonction de toutes les données météorologiques qu'on peut avoir, etc. Donc ça tourne déjà. Et puis, ça roule bien. Il y a 2-3 projets comme ça. Puis après, il y a toute la partie intelligence artificielle générative. Donc là où on va être sur les outils Microsoft, bien sûr. Donc là, c'est plutôt sur Copilot et le déploiement de Copilot. Je reviens juste sur les sujets d'intelligence artificielle parce que chez Romande Énergie, on a une personne qui a fait sa thèse sur le lien entre l'énergie et l'intelligence artificielle, justement. Qui était une thèse d'une grande qualité. Et on a voulu mettre en place des choses assez concrètes après ça. Et donc, on a fait en février de cette année des ateliers avec tous les métiers de Romande Énergie pour comprendre leurs besoins métiers et voir si on pouvait en résoudre certains avec des modèles d'intelligence artificielle, que ce soit IA classique ou GenAI. Et donc, on a fait ces ateliers-là et on a recensé une 50aine de cas d'usage qui pouvaient être intéressants à traiter avec de l'intelligence artificielle et qui, pour nous, CVB, Corporate Venture Building, pouvaient devenir potentiellement des produits qu'on pourrait vendre à d'autres entreprises. Et c'est là où ça devient intéressant pour une équipe CVB, c'est comment on va identifier des besoins métiers en interne et ensuite on va les transformer en nouveaux produits et services qu'on peut vendre à d'autres, donc qui peuvent devenir des startups viables. Quelles sont aujourd'hui les limites de l'usage de l'IA en termes de ressources, de souveraineté, d'adoption, de cybersécurité? Oui. Clairement, la notion de cybersécurité, c'est hyper important. Surtout quand on travaille chez Romande Énergie, j'avais pas conscience de ça avant, mais en fait, si on a des problèmes de cybersécurité, si Romande Énergie plante, il n'y a plus d'énergie dans le canton de Vaud, donc ça s'arrête. Donc en fait, c'est encore plus prégnant de travailler sur ces sujets de cybersécurité et c'est hyper important donc de former, en fait, d'acculturer les collaborateurs à comment on travaille sur des outils de GenAI, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas. De toute façon, on peut utiliser ChatGPT. Si tu mets pas de données d'entreprise, c'est OK. Mais par contre, faut être hyper vigilant avec ça. Donc, c'est comment on forme un Copilot. Donc, par exemple, chez nous, toute personne qui demande une licence Copilot doit faire une formation en amont de 3-4 heures pour un peu comprendre ce que c'est et ce qu'on a le droit de faire ou pas. Donc ça, c'est obligatoire. Et Manon, maintenant, travaille sur un programme complet d'acculturation pour aider à prompter. Parce qu'en fait, c'est pas si facile que ça de prompter et de bien prompter. Et tout part du prompt. Donc, on est en train de voir comment mettre en place un cycle de formation sur du prompting avec différents niveaux. Donc, un niveau classique, je commence, à un niveau, par exemple, moi qui m'irait bien de « Ok, j'ai déjà prompté, mais je suis pas experte, donc comment j'apprends à mieux prompter ?» Puis après, il y a tout un nouveau pan qui est en train d'arriver, c'est l'IA agentique. Donc, comment on crée des agents pour automatiser un bon nombre de processus. Super. Merci en tout cas pour l'échange.
Ce que je vous propose, c'est qu'on bascule maintenant sur, si jamais vous avez des questions, si vous voulez rééchanger vous directement avec Amélie, n'hésitez surtout pas. Quelles compétences pourraient s'inspirer d'entrepreneurs à succès que vous pourrez après transposer à l'employabilité d'une personne qui est par exemple, demandeur d'emploi? Quelles compétences pourraient travailler en s'inspirant d'entrepreneurs pour être un meilleur employé, je dirais? Je ne sais pas si les entrepreneurs sont des meilleurs employés, mais en tout cas, ils sont un petit peu différents de la norme. Déjà, je pense qu'il faut avoir envie de toucher à tout, donc d'être hyper curieux. D'avoir envie d'aller échanger avec plein de gens en interne, par exemple, c'est hyper important. Et de pas trop être timide parce qu'il faut aller chercher le besoin, il faut se faire connaître en interne. Donc je dirais d'abord ça. Donc la curiosité, pour moi, est hyper importante. La proactivité, faut pas attendre qu'il y ait des choses qui viennent. Faut être proactif, justement, et aller chercher des sujets. 3, je dirais, justement, être un peu corporate hacker. Un corporate hacker, c'est comment tu vas pas suivre des process. Ça veut pas dire totalement dévier de ce qu'on vous demande. Ça veut dire comment tu vas trouver d'autres chemins pour arriver à tes fins. Donc là, le système de recrutement de nos stagiaires, pour moi, c'est pas du corporate hacking, mais ça pourrait être un début. Donc c'est comment tu sors un peu du cadre aussi pour réussir à développer des choses. Et je pense que la dernière chose, c'est juste avoir envie de kiffer ce que tu es en train de faire, en fait. Si t'as pas ça, si t'es pas en train de dire, OK, par exemple, nous, les venture architects chez Roman Energy Ventures, on adore ce qu'on fait, on est passionnés. Même quand on va boire des verres, on parle des systèmes énergétiques, etc. Enfin, c'est avoir envie de changer des choses. Et on a une mission très claire chez Roman Energy, c'est faire de la Suisse romande la première région décarbonée de Suisse. Et du coup, ça, c'est une mission, en fait. C'est une vraie mission. Et si t'es pas animé par ça, bah, tu vas pas avoir cette petite flamme et ce truc en plus. Donc, je dirais vraiment ça, vraiment kiffer, kiffer, kiffer. Et puis, peut-être une dernière chose, c'est aussi être multidisciplinaire, pluridisciplinaire, avoir envie de toucher à tout. Donc, on fait recrutement RH, on fait plein de trucs financiers. Donc, en fait, on va toucher un peu à toutes les choses d'une entreprise. Et c'est là où c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce matin. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Ravi d'avoir pu échanger avec toi. Et puis merci à vous aussi d'avoir écouté